Le sac à disque. Le podcast commence ici. Ça m'est souvent arrivé d'être posé dans mon canapé et de voir mon mec préparer son sac pour aller mixer dans des soirées. Je me demande à chaque fois comment est-ce qu'il arrive à sélectionner une 60aine de disques parmi les 2000 qu'il a sous la main. Ça m'a toujours paru fou qu'il puisse se projeter dans un autre moment que lorsqu'il choisit le disque. Quel sera son mood au moment de jouer ? Pourrait-il avoir des regrets ? Un disque qu'il n'aurait pas emporté ? Un set trop décalé du reste de la soirée ? J'ai commencé à lui poser des questions pour savoir sur quoi il pouvait s'appuyer. Il m'a parlé de l'heure à laquelle tu mixes, le lieu dans lequel tu joues, qui mixe avant toi, qui mixe après toi, est-ce que tu joues seul ou à deux ? Mais peut-être que même en ayant réfléchi à tout ça, il faudra toujours savoir s'adapter. J'ai même appris qu'en 2 heures, tu ne joueras pas plus de 20 ou 30 morceaux, c'est mathématique. J'ai eu envie d'en savoir plus, suivez-moi. Salut Loïs. Salut. Merci de faire ce podcast avec nous. Trop cool, merci de me recevoir. Est-ce que tu mixes pour le plaisir ou est-ce que c'est ton métier ? C'est mon métier. Je suis DJ depuis environ 5 ans. J'ai commencé à mixer dans des clubs, des bars, etc. Donc même si je gagne pas suffisamment d'argent pour ne vivre que de ça, c'est mon activité principale. Et depuis 1 an, il y a aussi la production. J'ai commencé à produire, donc voilà, c'est vraiment DJ productrice, quoi. Est-ce que tu veux nous parler des 2 collectifs dont tu fais partie ? Ouais. Brillant Bruyant et La Voisin. Effectivement, je fais partie de Brillant Bruyant que j'ai cofondé il y a 2 ans avec des potes. Il y a quelques mois, en fait, j'ai fait une passation de mes fonctions de présidente de l'asso à Incube, qui est une DJ, vocaliste, productrice. Et voilà, il y a aussi donc Lucia Lout, une autre DJ productrice qui reprend aussi pas mal de fonctions, Malena. Et en fait, il y a un bon petit noyau quoi, de gens motivés chez Brillant Bruyant et c'est trop bien. L'idée, c'était de faire un collectif queer de bass music. Il y avait des soirées queer super cool pour l'aspect libération, de se sentir en sécurité aussi, mais il n'y avait pas forcément la musique que moi et mes amis on aimait. On s'est dit, voilà, avec une pote qui s'appelle Lizard, qu'on voulait faire des soirées queer et des drag shows sur de la drum and bass, dubstep. Et oui, moi je me suis mis un peu en pause parce que juste c'était beaucoup de travail. Et vu que j'ai commencé la production, que ça demande beaucoup de place dans mon cerveau, je me suis dit, ouais, là, c'est peut-être plus sage de dire, en fait, là, je vais arrêter d'organiser des événements. Même si on est libre d'en faire autant qu'on veut, etc., c'était une charge mentale, quand même. Et l'autre collectif, La Voisin, c'est aussi un collectif dans lequel j'ai été depuis le début aussi, collectif queer aussi, et puis pas particulièrement bass music, mais voilà, même histoire un peu, juste les 2 collectifs, j'ai dit bon, je vous aime beaucoup, je suis toujours là pour être bénévole aux soirées, mais pas pour organiser quoi. Yeah, I see you all talking behind my back saying I'm the craziest motherfucker you've ever met. Well, guess what? Maybe I am. Comment tu caractériserais une fête queer et en quoi, toi et ta génération, vous vous sentez plus safe dans ce genre de soirée ?
Souvent, ce qui est entendu et attendu aussi par une soirée qui se revendique queer, ça va être tout un travail de prévention, de conscience un peu collective, où on sait que les personnes qui organisent la soirée et son public va être conscient des discriminations que les minorités, que ce soit de genre ou juste les minorités en règle générale, peuvent subir au sein d'une soirée, et du coup se comportent de manière responsable et respectueuse, et aussi sait identifier les comportements qui sont dangereux ou discriminants. Une soirée queer, ça tourne autour des identités LGBT. On va représenter des personnes gays, lesbiennes, trans, d'être dans un environnement avec des personnes averties, ou en tout cas qui peuvent réagir en cas de situation d'agression. Donc nous, quand on fait nos soirées, toujours maintenant, il y a toujours des personnes qui ont pour rôle de veiller à ce que tout le monde se sente bien. Enfin, ça va être des personnes référentes. Oui, s'il y a un problème, vous allez voir la personne avec le brassard. Et puis en amont, on sait comment réagir. Éventuellement, des personnes vont être formées. Voilà. C'est partir du principe qu'il n'y a pas d'espace safe en absolu. Donc, il faut penser les situations. C'est des situations qui arrivent en cas de soirée, parce qu'il y a des personnes sous substance ou pas, mais voilà. Donc, il faut qu'on puisse répondre à ces situations, quoi. Et ce qui est cool, oui, en soirée queer, c'est que forcément ça va attirer un public plutôt LGBT, donc ça va être normalisé de voir des personnes gays, lesbiennes, trans, des couples homosexuels s'embrasser, enfin voilà quoi, tu vas pas te faire fixer ce genre de choses. Ce que je trouve dingue, c'est que votre génération doit se créer des safe places pour faire la fête. Oui, c'est grave dommage, mais en tout cas, si je peux finir sur une note positive, il n'y avait pas de collectif queer de bass music, tu vois, en France ou à Paris. Certes, c'est beaucoup de mecs, mais c'est des mecs qui sont fans de musique, qui connaissent hyper bien les line-up. Vu que les personnes qui aiment la bass music en France sont très axées musique quand même, ça a créé un peu des rencontres, j'ai l'impression, entre les DJ queer qui ne s'autorisaient pas forcément à jouer de la bass music non plus, parce qu'ils n'avaient pas nécessairement les espaces pour, et avec des collectifs et des programmateurs et des DJ pas du tout queer, ou en tout cas qui n'évoluent pas du tout dans ces cercles-là de base. Et j'ai l'impression que ça a pu créer des connexions et aussi un peu peut-être des prises de conscience, je sais pas, tu vois, il y a pas mal de collectifs bass maintenant qui programment plus de meufs. Alors c'est pas forcément grâce à Brillant, mais en tout cas je pense que toutes ces mouvances un peu où on demande plus de care, ça fait aussi quand même écho aux personnes qui de base ne sont pas forcément concernées, quoi. Et ça fait bouger les lignes petit à petit, donc c'est chouette. Trop bien. Et productrice, est-ce que tu peux nous raconter un peu, tu t'enfermes dans un studio pour créer tes morceaux ? Moi, je m'enferme dans ma chambre, mais aussi beaucoup dans des cafés. Et je suis sur un logiciel sur mon ordinateur. J'ai juste un contrôleur MIDI, un clavier, et mes enceintes de monitoring chez moi, du coup. Donc voilà, c'est un setup assez compact que je peux amener dans des cafés ou bien effectivement chez moi, beaucoup chez moi quand même. T'as déjà joué tes propres morceaux pendant tes sets ? Non, pas encore. Parce que là, pour l'instant, j'ai fini mon tout premier morceau. Et merci de nous le faire écouter en exclu. Donc c'est encore le début de mon chemin de productrice. J'ai rien sorti sur des labels. Je suis à fond là-dessus en ce moment et j'ai bon espoir que ça sorte dans les mois qui suivent, quoi. Pour l'instant, j'ai envie de finir 3 morceaux. En parlant un peu avec des gens autour de moi, j'ai l'impression que 3, c'est un bon chiffre pour pouvoir ensuite démarcher des labels. J'aimerais connecter avec des labels, leur envoyer ce que je fais et peut-être qu'ils soient motivés de le sortir. Voilà. T'as combien de disques dans ta collection et comment tu t'y retrouves ? Combien j'ai de disques, donc combien j'ai de morceaux en gros ?
J'ai un peu plus de 8000 morceaux sur mon disque dur, sur mon ordinateur. Vu que mon père est musicien électronique, d'ailleurs vous l'avez reçu sur ce podcast, n'est-ce pas ? C'est The Micronauts, Christophe Meunier. En fait, j'ai tout de suite hérité de tous ces fichiers numériques de musique, de toute sa discothèque. Avant même de commencer à être DJ, j'avais déjà une énorme base de données en fait. J'ai toujours eu une grande discothèque, quoi, déjà de base. Est-ce que tu as hérité de son rangement hyper méthodique ? En effet, il a une méthodologie de rangement et d'archives de sa musique qui est très bien organisée. Donc effectivement, j'en hérite du coup. Et c'est vrai que je le laisse faire ça en grande partie. C'est-à-dire renommer les fichiers avec le nom d'artiste. Tous les featuring sont cités dans le bon ordre avec le titre, le nom du label et l'année de sortie. Toute ma musique est classifiée comme ça. Avant que je commence moi-même à diguer de la musique, à acheter mes propres morceaux, etc., il faisait ça en branchant nos ordinateurs, il exportait sa musique sur mon ordinateur et donc j'avais accès à toute sa musique comme ça. Maintenant, on met en commun nos trouvailles et les morceaux que lui veut garder de ma sélection, il va du coup aussi les renommer avec toute sa méthodologie et tout sera rangé dans cette grande base de données qu'on partage. En fait, c'est assez drôle, et c'est pour ça que j'ai un peu de mal à répondre à cette question. Je planifie de reproduire cette méthode de rangement que lui m'a enseignée, mais pour l'instant, je ne m'y suis pas encore collée, et là, je commence à me dire, bon, faut vraiment que je commence à le faire, quoi. Mais j'ai pas eu encore la motivation de m'y mettre. Il n'y a que comme ça que je m'y retrouve, et c'est tellement pratique. Je pense beaucoup de gens qui ont des fichiers de musique vont avoir un fichier avec le nom seulement du titre. Mais tu sais même pas si c'est le nom du titre du morceau ou si c'est le nom de l'artiste parfois. Enfin tu vois, tu vas juste avoir un truc écrit dessus. Parfois c'est compliqué de retrouver les références précises du morceau. Et je vais me retrouver à poser la question parfois à des amis DJ, genre « Ah, c'est de qui cette track ?» Ouais, je sais pas, je crois que c'est de telle personne. Et pour moi en fait, ça ne m'arrive jamais. Ça a énormément d'avantages de faire ça. C'est pas un héritage un peu lourd ? Tu te mets la pression ? C'est pas du tout un héritage lourd, dans le sens où je me mets la pression, etc. Parce que pour l'instant, j'ai eu un peu la flemme et que c'est totalement dans mes plans de m'y mettre. Et voilà, mon père l'a pas mal fait pour moi, donc j'ai eu un peu la flemme. Et puis là, en fait, ça atteint des limites. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas viable quoi, de pas avoir toutes les infos, tellement je vois l'impact que ça a sur ma mémorisation de la musique que je joue, de faire ça, tu vois. Du coup, ça devient hyper fluide pour moi de naviguer dans toute ma musique, sachant que j'en ai vraiment beaucoup. Il faut que ce soit bien rangé, quoi. T'es plutôt vinyle ou numérique ? En quoi c'est différent pour toi ? J'ai jamais appris à mixer sur vinyle. Je ne sais pas comment on mixe sur vinyle. Dans ma génération, je veux dire mes amis, mes cercles de DJ, j'ai pas d'amis proches DJ qui mixent sur vinyle non plus. En revanche, c'est quelque chose que beaucoup de gens aimeraient savoir faire autour de moi. Je veux dire, dans les gens de ma génération aussi. Il y a un peu une sorte de fantasme autour de mixer sur vinyle, que je retrouve chez pas mal de personnes. Vu que quand même ça demande un certain matériel, d'avoir des platines vinyles, beaucoup de vinyles, ça peut être un peu compliqué de mettre tout ça en place. En tout cas, faut se motiver, quoi. Ça a l'air dur, ouais. C'est quoi le point de départ ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer du son ? Bon, évidemment, parce que mon père est musicien électronique, ça va de soi, j'ai grandi avec la musique électronique. Donc forcément, ça vient de là. Mais après, je me suis posé la question de quand est-ce que vraiment j'ai voulu sauter le pas. C'est arrivé un petit peu tard, on va dire. J'ai commencé quand j'avais 22-23 ans. J'avais eu cette espèce de croyance, quand je vais en soirée, je vois des gens qui mixent et tout,
Moi, j'écoute plein de musique électronique, ça me donne envie de passer de la musique aussi, presque avec ce truc de non mais moi je ferais mieux. Donc il y avait un peu ce côté-là chez moi, mais en même temps, je me disais que c'était pas pour moi, tu vois, peut-être un truc de manque de confiance en soi, où juste je m'étais pas trop autorisée à vraiment essayer. Et en fait, en allant chez une amie qui, elle aussi, est DJ et qui est aussi chanteuse, enfin elle s'appelle Violet Indigo. Elle m'avait montré Traktor et moi j'avais ramené mon ordinateur avec toute ma discothèque du coup et j'avais mis de la musique électronique sur son ordi. Elle, à ce moment-là, elle mixait plus du R&B et du hip-hop et du coup elle m'a montré le mix et je lui ai montré la musique électronique et pour toutes les deux ça a été un moment qui a été le début de beaucoup de choses par la suite. Est-ce que c'est le moment où t'as compris que ça devenait vraiment sérieux pour toi ? À partir de ce moment-là, j'ai demandé à mon père de m'installer Traktor sur mon ordinateur. Ensuite, là où il a ajouté une aide, c'est qu'il m'a filé des raccourcis clavier sur Traktor. Et du coup, c'était hyper fluide. J'avais une personnalisation du logiciel vraiment adaptée pour pouvoir mixer sans même avoir besoin d'un contrôleur de base. La première année où j'ai commencé à mixer toute seule dans ma chambre pour apprendre de mon côté, c'était uniquement avec des raccourcis clavier. En gros, il y a une personne sur internet qui a traduit toutes ces commandes pour une interface de clavier, plus retouchée un petit peu par mon père. Bref, ça faisait que du coup, je peux charger une track sur une piste en appuyant sur la touche A, une track sur la deuxième piste en appuyant sur la touche Z. Grosso modo, tous les boutons sont assignés à un clavier. J'ai même déjà fait un set uniquement avec mon ordinateur. Après, j'ai une préférence pour avoir un contrôleur, parce qu'un contrôleur, ça va être toutes les commandes qui vont te permettre de mixer. C'est sûr que si t'es avec un clavier, tu peux moins bouger librement, quoi. Mais j'ai commencé comme ça pendant 1 an, et voilà quoi, c'était très bien pour commencer. Et est-ce que tu te rappelles du premier disque que t'as acheté ou du premier morceau qui t'a marqué ? Le premier morceau que j'ai acheté, je réécoutais plein de musique du coup que je possédais déjà sur mon ordinateur, que mon père m'avait filé, et je m'étais mise en tête d'enregistrer un set pour le poster sur SoundCloud, pour ensuite faire mes débuts en tant que DJ. J'avais voulu absolument enregistrer un set Footwork, parce que j'avais un morceau de Footwork sur mon ordinateur que je venais de découvrir et que j'avais trouvé incroyable. Alors du coup, je me suis dit, ok, je vais aller sur Beatport, qui est un site d'achat de musique, et je vais taper Footwork et je vais regarder ce que je trouve. C'est comme ça que j'ai digué mes tout premiers morceaux. Et en fait, j'ai acheté des morceaux de DJ Rachad, qui est une des figures les plus connues de ce style. Et j'ai acheté I Don't Give a Fuck, qui est un morceau trop bien. Est-ce que tu te rappelles du tout premier morceau qui t'a marqué ? Vraiment gamine, un morceau qui m'a marqué, c'était Promised Land de Joe Smooth featuring Anthony Thomas, House of Chicago. Obsession sur ce morceau. Et après j'ai eu beaucoup d'autres obsessions sur d'autres morceaux, mais ça c'est un peu le plus vieux souvenir que j'ai. Et j'aime tellement ce morceau toujours aujourd'hui, quoi. Pour moi, je peux l'écouter pour toute la vie. Mais sinon, je pense à ce morceau de Kirupa qui s'appelle Get Lost. Pas très rapide, pas très vénère. Tu vois, c'est un morceau techno assez deep qui date de genre 2014. Au-delà de synchroniser nos discothèques, mon père me faisait aussi des playlists. Et donc il y avait ce morceau, et en fait, je le trouvais insupportable. Donc en 2014, j'avais 15-16 ans, et il me saoulait grave, parce qu'il y a une sorte de mélodie un peu insinueuse dedans, et la mélodie, elle s'arrête plus ou moins jamais, quoi. Comme ça, en boucle.
Et je lui avais dit ouais, c'est quoi ça? Genre les gens ils dansent là-dessus. Il m'avait répondu bien sûr que les gens dansent là-dessus. J'ai vu dans sa manière de me répondre qu'il l'avait déjà joué sur des dance floors, que ça avait déjà envoyé les gens super loin. Et en fait, d'un coup, j'ai aimé le morceau. C'était une expérience vraiment très singulière, qui m'a beaucoup marquée. Je pense que vraiment ça a un peu ouvert mes perceptions musicales à ce moment-là. Le truc de, ouais, parfois il y a de la musique, elle est pas facile au premier abord. Même tu vas être dérangé, quoi, par cette musique. Et en fait, c'est peut-être là où il faut creuser, tu vois. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant et hyper valable encore aujourd'hui dans mon écoute, quoi. Et dans la basse musique, c'est quoi la différence entre drum and bass, heavy dubstep, breaks, footwork, left field bass, trap et jungle? Oui, donc moi, effectivement, je mixe de la bass music. La bass music, ça englobe plein de styles différents. Il y a la dubstep, la drum and bass, la jungle. Le footwork aussi, ça peut être considéré comme de la bass music. Et puis il y a aussi ce qu'on va appeler la UK bass, qui est, j'ai l'impression que c'est un peu tout le reste qui n'est pas vraiment classifiable dans tous ces sous-genres qui proviennent de la musique électronique anglaise, qui est très centrée sur la basse, même si le footwork, pour le coup, ça vient de Chicago de base. En fait, dans la bass music, tu oscilles entre deux ranges de BPM. Par exemple, la dubstep, certes, c'est à 140 BPM, mais c'est aussi à 70 BPM. Et toute la bass music, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui la caractérise. Tu sais pas si tu danses sur le tempo rapide ou si tu danses sur la moitié du tempo. En décembre, je suis partie en voyage avec ma pote Violet Indigo. On s'est motivés à aller à une soirée à Londres. Il y a une communauté footwork là-bas. Il y a un label aussi qui s'appelle Movell Tracks, qui est tenu par un ami de Laila qui s'appelle Big Dopey. On aime beaucoup ce qu'il fait et du coup on en a profité aussi pour faire un petit voyage musical là-bas. J'ai compris lors d'une conférence sur le footwork qu'ils ont réalisée à l'occasion de la soirée. En gros, le footwork, ça a été importé en Europe des États-Unis via un label qui s'appelle Hyperdub. Hyperdub, c'est un label qui a été fondé par Code9, un anglais qui a sorti du footwork en Angleterre, et en fait c'était une musique qui a bien parlé, je pense, au public anglais, underground, de la scène électronique. Et du coup, je pense que c'est pour ça que le footwork est associé à la bass music, peut-être parce qu'il y a eu cette connexion anglaise. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu un ovni, quoi. C'est pas né en Angleterre, alors que tous les autres sous-genres de bass music sont anglais. Et j'imagine que c'est pas la même chose de préparer un set pour une fête entre amis ou pour un gros club. Moi, mes premiers gigs, c'était chez des amis. À ce moment-là, pour moi, c'était le même niveau de préparation. J'ai vraiment du mal à pas préparer mes sets, parce que même si on te dit oui, mais te prends pas la tête, genre on s'en fout, nanana, je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt de pas se donner pour un set. J'arrive pas à faire le truc à moitié, quoi. Aujourd'hui, vu que je mixe très régulièrement pour mon travail, où je vais gagner de l'argent, peut-être que je serais moins disposée à accepter de mixer en appart, entre guillemets, gratos, sachant que dans tous les cas, je vais préparer, en fait. Sauf si c'est des B2B en appartement, chez ma pote qui est DJ. Là, c'est très facile de mixer, pour mixer, quoi. Ça, c'est quelque chose que je fais donc très régulièrement avec une amie depuis à peu près 2-3 mois. Son nom d'artiste, c'est Shfuja. On
On se retrouve toutes les semaines et on fait des back-to-back chez elle sur son matos et c'est super fun. Ça m'apprend à être beaucoup plus spontanée justement et je sens que c'est en train de me décoincer aussi pas mal de choses sur ma manière de mixer ou juste dans ma manière de préparer mes sets en fait. Et je pense que j'ai besoin d'être en B2B avec quelqu'un pour pouvoir faire ça pour l'instant. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est même préparer précisément chaque enchaînement pour à peu près la moitié de mon set, voire les 3/4 selon le niveau de pression que la date représente pour moi. Récemment, j'avais fait une date qui était entièrement filmée, qui était un set de 1 heure. Je considère que c'est court. Et du coup, il y avait forcément cet enjeu de c'est filmé, on voit les gens, on voit l'énergie de la salle, il faut que ce soit rodé, tu vois. Parce que derrière, ça va être aussi une carte de visite pour moi. Du coup, là, par exemple, pour ce set, j'ai préparé plus des 3/4. Tu vois, il y avait peut-être 10 minutes à la fin où je savais pas exactement ce que j'allais jouer, mais j'avais besoin de me dire sur l'heure, je sais qu'au début ça envoie comme ça, que ça va prendre les gens comme ça, qu'à tel moment je fais ça parce que j'avais besoin de me rassurer. Je voulais que ça fasse un peu un panel de plusieurs styles que je savais jouer. Il fallait que je prépare un peu des ponts intelligents, tu vois. Parce que si tu fais des changements de style, ce que moi, en vrai de vrai, je ne fais que ça, t'as besoin de préparer des ponts qui permettent d'évoluer d'un groove vers un autre. Parce que si tu fais un set qui est entièrement, par exemple, dubstep, il y a quand même un truc qui reste similaire. Alors du coup, si tu casses ça, faut bien le faire parce que parfois tu casses le groove et ça casse l'ambiance. Mais parfois tu casses le groove et en fait c'est le meilleur moment de la soirée parce que personne s'y attend. Donc ouais, j'étais pas mal préparée quand même. Même si évidemment sur le moment, si je vois que quelque chose prend pas trop ou que les gens ont besoin que par exemple j'aille plus vite à une sorte de climax, je vais faire des ajustements pendant mon set. C'est jamais des trucs figés, mais c'est un peu comme dans tout, plus t'es hyper préparé, plus derrière tu peux te permettre d'improviser. Parce que tu as eu le temps de bien repasser en revue toutes les tracks que potentiellement tu pourrais jouer pour cette soirée. Je sais qu'il y a des endroits où je peux me permettre tel track et d'autres pas trop. Et j'adore ce truc-là. Tous mes sets, en fait, je vais noter la tracklist dans un dossier de notes parce que parfois, juste les avoir dans des playlists, c'est pas forcément très pratique. Enfin, je préfère avoir mes petites notes texte écrites. Et j'ai tout depuis 4 ans, quoi. Et est-ce que t'as toujours un morceau rescue dans ta playlist qui va te sauver en cas de trou d'air dans la soirée ? J'ai pas vraiment de track rescue, ça va beaucoup dépendre du set que je vais jouer. Ça va beaucoup dépendre du panel de BPM sur lequel je joue aussi. Après oui, j'ai mes secret weapons de chaque style un peu, et à chaque BPM, mais c'est aussi des tracks ça va changer avec le temps. Je sais que par exemple, à un moment, ma secret weapon un peu, c'était un remix du morceau I Love You So de Cassius par Scream. Qui est un producteur initialement dubstep. Voilà, et donc il a fait ce remix de Cassius I Love You So, qui est un remix breakbeat à 146 BPM, donc un BPM un peu à cheval entre plusieurs styles, donc en soi je peux le placer à pas mal d'endroits. Je l'ai pas mal joué en fin de set, tout le monde connaît les paroles, puis tout le monde est surpris par le fait qu'il y ait du gros breakbeat et tout. C'est pas forcément des tracks où tout le monde connaît les paroles, mes morceaux qui mettent tout le monde d'accord. C'est souvent des morceaux que les gens ne connaissent pas, quoi. Il y a toujours un ou une relou dans une fête. Quel est le pire morceau ou le pire style qu'on t'a demandé pendant ton set ? J'avais fait un set techno pour le collectif Microclimat sur les quais de Seine. C'était un peu une sorte de free party, mais sur les quais de Seine. Et en fait, le set se passait hyper bien. C'était vraiment grosse énergie, tu vois. Enfin, les gens étaient à fond et tout. Et t'as ce mec qui vient me demander de mettre du reggaeton.
Et juste, j'ai trouvé ça tellement improbable. Je me suis dit, mais ils voient pas que les gens là, ils kiffent grave. Ça serait hyper bizarre que je mette du reggaeton maintenant. Donc voilà, j'ai rien contre le reggaeton, c'est juste, j'ai trouvé ça. En gros, cette techno, genre, casser la vibe. Voilà. Je pense que ça arrive beaucoup peut-être aux personnes qui jouent aussi des choses pas forcément très accessibles tout de suite, tu vois. C'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure avec le morceau de Pirupa là, où y a une mélodie qui me saoulait au début parce que juste c'était peut-être trop nouveau pour moi ou pas assez stimulant d'une manière ou d'une autre. Et ouais, parfois c'est dur d'affirmer son style quand tu fais des choses un peu expérimentales ou plus niche. Est-ce qu'une même playlist, ça peut marcher pour deux fêtes ? Oui, en absolu, mais moi je le fais jamais. Je vais reprendre des enchaînements que j'ai déjà fait dans des sets précédents, mais je pense que pour un DJ c'est hyper lassant de faire 2 fois le même set. Vraiment, ça tue le plaisir pour moi. Le plaisir que j'ai à mixer vient de ce jeu de devinette un peu que je fais dans ma tête avant chaque soirée, donc pour moi ça n'a pas de sens de jouer 2 fois le même set. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de perdre ton sac et de jouer avec les disques de quelqu'un d'autre ? De jouer avec les tracks de quelqu'un d'autre ? Non, j'aurais aucune envie de faire ça, je pense. Je dirais à la personne, joue toi. Ah non, je ferais pas ça. Parce que vraiment, ça n'aurait pas de sens pour moi de présenter mon travail avec pas mon travail. Ça peut être drôle en soirée avec des amis peut-être, mais non, je ferais pas ça. Quel est le truc le plus fou qui t'est arrivé avec ta clé ou ton ordi ? Pas vraiment fou en soi, mais une fois j'avais été bookée à Istanbul, ma première et seule date à ce jour à l'international. C'était trop bien et en fait j'avais pas de bagage en soute et à ce moment-là je ne mixais pas sur clé USB, je mixais uniquement toujours avec mon ordinateur et mon contrôleur. Je sais pas si c'est vraiment fou comme anecdote. Non, franchement, j'ai pas eu de problème. C'est-à-dire que pour la clé USB, moi j'ai toujours une clé de backup. En plus, j'avais fait des tests sur peut-être 4 CDJ 3000 différentes dans 4 clubs différents dès que j'en avais eu l'occasion. Donc j'essaie d'être au max de la prévoyance et voilà. Et enfin, est-ce que tu prévois toujours un morceau pour clôturer ton set ? Il y a un enchaînement que j'aime bien faire à la fin ou en début de set, c'est marrant. Tu vois, ça dépend vraiment de à quelle heure je mixe. Mais là, du coup, je vais te dire 3 morceaux. J'ai ce blend assez marrant et que je trouve improbable entre un morceau de drum and bass de Taxman qui s'appelle The Fever. Ensuite, un morceau de Missy Elliott. Get Your Freak On, il est genre à 84 BPM, un truc comme ça, ce qui fait que si tu passes ta grille sur le logiciel en x2, il est à 177 BPM. Et en fait, la drum and bass étant autour des 175, du coup c'est facile de le synchroniser avec des morceaux de drum and bass, et d'ailleurs beaucoup de gens font ça avec ce morceau. Mais moi je m'amuse à du coup jouer l'original par-dessus de la drum and bass et j'ai trouvé comme ça 2 morceaux sur lesquels il va trop bien. Donc il y a The Fever de Taxman, ensuite je lance le Missy Elliott et ensuite je lance Dub Physics, ça s'appelle Bounce. Et ça me fait une sorte de soit de monter pour un début de set, soit de je vous termine à la fin quoi. Avec les vocaux et tout, c'est trop bien. Merci Loïs, c'était top. Merci, c'est super cool. People you know, me and Timberland been high since 20 years ago.